Si vous aviez à calculer le nombre, disons, de bouleaux ou d'érables qu'il y a dans une forêt, comment vous procéderiez? Eh oui, on est toujours dans la série consacrée à l'évaluation des apprentissages et cette semaine, c'est tableau de spécification. Allez, dans cet épisode, qui est consacré au tableau de spécification, on va se poser la question d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, un tableau de spécification, c'est un outil qui permet de circonscrire des apprentissages qui vont être évalués au moyen d'un instrument de mesure. On va l'utiliser surtout dans un contexte d'évaluation sommative, donc à la fin d'une séquence d'apprentissage qui est relativement longue. Donc, cet outil-là va nous permettre en quelque sorte de procéder à un échantillonnage des items qui vont composer l'instrument de mesure. Alors, je disais en introduction avec l'analogie avec les arbres et la forêt, donc poursuivons avec cette analogie-là. Donc, imaginons une forêt. Donc, dans cette forêt, il y a des arbres de différentes essences, en nombre plus ou moins variable. Si on devait compter le nombre de bouleaux de sapins ou d'érables, comment on pourrait faire? Eh bien, on pourrait les compter un par un, mais bon, ça serait plutôt long et fastidieux. On pourrait aussi définir des quadrats, donc des superficies, comme par exemple de 100 mètres par 100 mètres. Et puis, on pourrait compter le nombre, par exemple, de bouleaux qu'il y a dans cette superficie, et ensuite faire une extrapolation à l'ensemble de la forêt. Ça pourrait bien fonctionner, mais il y a une condition. Il faudrait que la forêt soit relativement homogène. Si ce n'est pas le cas, il va donc falloir multiplier le nombre de quadrats, puis ainsi l'information qui va être nécessaire pour l'évaluer en fait adéquatement. La forêt, c'est un peu ce qu'on appelle la définition du domaine des apprentissages. Ça représente ce que les élèves devraient normalement avoir appris. Le tableau de spécification, c'est en quelque sorte le plan qui va nous permettre d'estimer le nombre d'arbres. Les arbres, ce sera ce qu'on va appeler dans une prochaine vidéo les items. On y reviendra donc dans une prochaine vidéo. En 2004, un groupe de chercheurs mené par Notar ont souligné que le tableau de spécification avait différentes utilités, mais principalement pour s'assurer de l'alignement. Donc, entre le programme, le curriculum, l'enseignement, donc ce qui se passe à l'échelle de la salle de classe, et au niveau de l'évaluation des apprentissages. Donc, le tableau de spécification, ça sert ultimement à échantillonner des items qui vont composer une épreuve afin que cette épreuve-là soit représentative du domaine mesuré. Il n'y a pas de modèle unique pour construire un tableau de spécification. Il en existe de différentes sortes pour différents usages. Donc, en 2013, Five et Di Donato et Barnes ont précisé dans un article qu'un tableau de spécification, ça devrait d'abord permettre de s'assurer que le nombre d'items administrés pour chacun des éléments disciplinaires est congruent avec, par exemple, le temps accordé aux élèves pour les réaliser, ou bien à l'importance relative qu'en juge l'enseignant. Est-ce que vous avez déjà eu cette désagréable sensation lors d'un examen de constater qu'il y avait un nombre anormalement élevé de questions qui étaient en lien avec un élément notionnel sur lequel l'enseignant avait passé très très peu de temps? Si oui, il s'agissait sans doute d'un problème associé au tableau de spécification. Alors peut-être que l'enseignant n'en a tout simplement pas fait un, mais s'il s'était appuyé sur un tableau de spécification, peut-être que celui-ci lui aurait révélé que il y avait certains problèmes en fait avec le nombre de questions ou la quantité de questions qui étaient associées à un aspect du contenu disciplinaire. Ensuite, le tableau de spécification, ça devrait faire en sorte que l'enseignant s'assure que, par exemple, le niveau taxonomique associé à chacun des items soit lui aussi cohérent avec le niveau cognitif des apprentissages réalisés. Encore là, on a tous déjà été témoins d'une question qui faisait appel à des processus cognitifs complexes. Donc, si on se réfère à la taxonomie de Bloom qu'on a déjà vu dans un épisode précédent, par exemple l'analyse, alors que les apprentissages, c'était davantage de l'ordre de la mémorisation. Donc, on marque un décalage important entre les apprentissages réalisés puis la mesure de ces apprentissages-là. Susan Brockhart, en 2010, dans un article qu'elle a publié, souligne qu'il y a d'autres avantages à développer un tableau de spécification. Un de ces avantages-là, c'est que ça simplifie en fait la tâche de confection d'un instrument de mesure.
Le fait de s'appuyer sur un tableau de spécification, ça permet aussi de déterminer le type et le nombre d'items nécessaires pour bâtir une épreuve. C'est aussi une aide à la planification de l'enseignement. Ben oui, parce que si on sait ce qu'on va mesurer, on va pouvoir travailler en amont, à rebours, pour aider dans notre planification. Ça va permettre aussi de s'assurer de la représentation souhaitée en termes taxonomiques ou en termes de complexité des apprentissages qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et finalement, ça peut agir à titre de garde-fou en ce qui concerne la pondération des items. Parce que oui, dans le tableau de spécification, ça peut être aussi l'occasion de pondérer, d'accorder plus ou moins de valeur à une question ou à un item plutôt qu'à un autre. Dans tous les cas, le tableau de spécification, c'est un outil utile dans le coffre à outils de n'importe quel enseignant, alors que ce soit au primaire, à l'élémentaire ou à l'université. C'est un outil utile parce qu'on a besoin de ce genre d'outils pour bâtir des outils d'évaluation dans un contexte sommatif qui vont avoir les meilleures qualités possibles. Il existe de nombreuses illustrations des tableaux de spécification. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure qu'une autre. Dans tous les cas, il s'agit d'abord d'un outil pour l'enseignant. Et le meilleur modèle sera celui qui rendra les meilleurs services à ce dernier. Donc, je vous en présente quelques illustrations. Et puis, à partir de ce moment-là, ces outils-là sont à votre disposition. Vous les utilisez et vous pouvez les amender comme bon vous semble. Alors, le premier exemple est tiré de la politique en évaluation des apprentissages du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Ce qu'on peut voir, en fait, en Ontario, il y a 4 compétences à développer. Donc, connaissance et compréhension, habileté de la pensée, communication et mise en application. Ce qui représente les 4 dernières colonnes de notre tableau. Les lignes vont représenter soit les activités, les questions ou les consignes qui auront été données. Donc, prenons un exemple. Si on avait un examen, alors la première question mesure, par exemple, la mise en application. Mais à l'intérieur de ce tableau-là, donc je pourrais mettre dans la première colonne, première ligne, le numéro de la question. Et ensuite, je pourrais tout simplement cocher les compétences qui sont abordées à l'intérieur de chacune de mes questions. Le deuxième exemple est tiré d'une situation en géographie. Donc, on aurait 3 contenus disciplinaires qui seraient abordés à l'intérieur de cette épreuve-là. Donc, soit les géographies humaines, politiques et physiques. Et imaginons que c'est tout simplement en fait un test de connaissance, de compréhension. Donc, on aurait les colonnes 2 et 3, la connaissance et la compréhension, ce qui est mesuré. Et à la différence de l'exemple précédent, c'est que ce qu'on a ici, c'est le nombre de questions, puis également la pondération accordée, autant en termes de taxonomique, donc de connaissance et de compréhension, qu'en termes de contenu disciplinaire, donc géographie humaine, politique et physique. Alors, à la lecture du tableau, ce qu'on sait, ce qu'on peut aller tirer comme information, c'est que, alors, il va y avoir 10 questions qui vont porter sur la géographie humaine, donc qui vont mesurer essentiellement des connaissances. Et ces 10 questions-là, donc sur un total de 50, ça va représenter 20% de l'épreuve. Toujours en géographie humaine, on aura donc 5 questions qui vont mesurer la compréhension. Donc 5 questions sur 50, 10% d'épreuves qui mesurent la compréhension en géographie humaine. Et ainsi de suite pour géographie politique et géographie physique. Ce qui veut donc dire que j'ai 15 questions qui vont mesurer la géographie humaine, 15 questions qui vont mesurer la géographie politique et 20 questions qui vont mesurer la géographie physique. Donc, grosso modo, les chiffres, les nombres sont arrondis. Donc, 15 questions sur 50, c'est aux alentours de 30%. 20 questions sur 50, c'est exactement 40%. Donc, je sais que mon épreuve est composée d'un peu plus de questions qui vont mesurer des connaissances que de la compréhension, 60% contre 40%. Et je sais que l'épreuve touche un peu plus la géographie physique et touche également à 30% la géographie politique et la géographie humaine. Donc, ce qu'on pourrait aussi ajouter à ce tableau-là, ce serait les numéros de questions. Donc, à ce moment-là, on aurait toute l'information et on serait capable de partir du tableau de spécification vers l'épreuve et partir de l'épreuve pour revenir au tableau de spécification. Ces outils-là sont à votre disposition. Vous les utilisez et vous pouvez les amender comme bon vous semble afin de vous rendre les meilleurs services.
et je vous souhaite une bonne continuation dans le développement de vos instruments de mesure ou de collecte de preuves des apprentissages.